2 semaines, c'est tout ce qu'il demandait. 14 jours pour terminer une expérience qui aurait pu changer l'histoire de la médecine. L'homme qui avait découvert l'oxygène, révolutionné la chimie et transformé la science moderne suppliait pour 2 semaines supplémentaires. La réponse fut 5 mots. La République n'a pas besoin de savants. 51 ans d'une vie consacrée à comprendre le monde. Des milliers d'expériences, des centaines de découvertes, tout balayé en une phrase. Et dans 18 heures, Antoine Laurent de Lavoisier, le père de la chimie moderne, montré à la guillotine. Mais ce n'est pas sa mort qui bouleverse. C'est ce qu'il fit pendant ces 18 dernières heures. Car Lavoisier ne pleura pas, il ne supplia pas, il ne perdit pas une seule minute. Il continua ses recherches, jusqu'à la dernière seconde. Dans sa cellule de la conciergerie, entouré de papiers couverts d'équations, il prépara sa dernière expérience. La plus audacieuse, la plus macabre. Une expérience qu'il ne pourrait réaliser qu'une seule fois. Au moment exact où la lame trancherait son cou. Il voulait mesurer combien de temps la conscience persiste après la décapitation. Son carnet. Une main tremblante. Une écriture de plus en plus illisible. Des calculs qui ne s'arrêtent jamais. Même face à la mort, un scientifique reste scientifique. Même face à l'absurde, la raison cherche à comprendre. La main s'arrête. La chandelle s'éteint. Plus d'encre, plus de temps, plus de raison. Seulement une machine qui attend et une république qui refuse de comprendre ce qu'elle s'apprête à détruire. Bienvenue dans Histoires oubliées. Ce soir, nous reconstituons les dernières 24 heures d'Antoine Laurent de Lavoisier. L'homme qui nomma l'oxygène, l'homme qui prouva que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'homme que la Révolution française guillotina un matin de mai parce qu'elle avait peur de l'intelligence. Vous allez découvrir ce que contenaient ces 2 semaines qu'il demandait. Pourquoi son procès ne dura qu'1 minute. Et surtout, ce qui se passa réellement lors de son exécution, lorsqu'il tenta de réaliser sa dernière expérience avec sa propre mort comme cobaye. Car Lavoisier ne fut pas simplement tué. On assassina le futur. Et ce crime-là, même la guillotine ne put le faire disparaître. Il calcule. Les chiffres s'alignent sur le papier froissé. Des formules chimiques, des équations de masse, des théories sur la respiration. Dans 22 heures, Antoine Laurent de Lavoisier sera mort. Mais pour l'instant, il travaille. Sa cellule à la conciergerie mesure 3 mètres sur 4. Un lit de paille, une table bancale, une chandelle qui crache plus de fumée que de lumière. Sur la table, des carnets empilés. 20 ans de recherche, 30 ans de découverte. Toute une vie concentrée dans des cahiers qui sentent l'encre et le désespoir. À côté, une lettre pliée. Adressée à la Convention nationale, une supplique. 2 semaines, juste 2 semaines pour achever ses travaux sur la respiration humaine. Il est si proche de comprendre comment l'oxygène circule dans le sang, comment le corps transforme l'air en vie, 2 semaines qui pourraient sauver des milliers de vies dans le futur. 2 semaines que la République lui refuse. Imaginez. Vous êtes au bord d'une découverte majeure. Vous savez que vous touchez au but, et on vous annonce que vous mourrez demain. Que feriez-vous? Pleureriez-vous? Ou continueriez-vous à chercher? Dites-le dans les commentaires. Un gardien entre. Il apporte le dîner, un bout de pain noir, un morceau de fromage dur. De l'eau trouble, Lavoisier ne lève même pas les yeux. Ses doigts tachés d'encre griffonnent une nouvelle équation. Le gardien dépose le plateau et sort. Le pain reste intact. Le scientifique n'a pas faim. Il a mieux à faire que manger. Sur le mur de la cellule, des marques à la craie, des calculs, des schémas, des tentatives désespérées de comprendre un dernier mystère avant de mourir.
Le mystère qui fascine Lavoisier depuis des semaines. Que se passe-t-il dans le cerveau après une décapitation? La question n'est pas morbide. Elle est scientifique. Des dizaines de témoins jurent avoir vu des têtes coupées cligner des yeux, bouger les lèvres, exprimer des émotions. Pendant combien de temps? Quelques secondes? Quelques minutes? Personne ne le sait avec certitude. Lavoisier veut le savoir. Et maintenant, il a l'occasion parfaite. Lui-même va être décapité. Il sera à la fois le chercheur et le cobaye, l'expérimentateur et l'expérience. Pensez-vous que c'était du courage ou de la folie? Partagez votre réflexion. Il rédige une note précise. Instruction pour ses assistants. Après la décapitation, comptez les clignements d'yeux. Il clignera aussi rapidement que possible jusqu'à ce que la conscience disparaisse. Chaque clignement prouvera que le cerveau fonctionne encore. Une expérience macabre, mais brillante. Typique de Lavoisier. Même sa propre mort doit servir la science. Mais reculons de 6 mois. Comment le plus grand scientifique de France devient-il un condamné à mort? La réponse tient en 2 mots. Fermier général. Lavoisier n'est pas qu'un scientifique. Il est aussi collecteur d'impôts. Une profession haïe. Une profession qui enrichit ceux qui l'exercent. Et en 1794, être riche et associé à l'Ancien Régime est une condamnation automatique. Mais ce n'est pas tout. Lavoisier a commis un crime impardonnable aux yeux des révolutionnaires. Il a construit un mur. Le mur des fermiers généraux, 24 kilomètres d'enceinte autour de Paris. Construit entre 1784 et 1790. Son but? Empêcher la contrebande. Forcer les Parisiens à payer les taxes sur les marchandises entrant dans la capitale. Les Parisiens le détestent. Ils le surnomment le mur murante Paris, rende Paris. Murmurante. Ce mur étouffe le commerce, augmente les prix, rend la vie plus chère. Quand la Révolution éclate, ce mur devient le symbole de l'oppression fiscale. Et Lavoisier, qui l'a financé et supervisé, devient l'ennemi public. Peu importe ses découvertes scientifiques, peu importe qu'il ait révolutionné la chimie, peu importe qu'il soit membre de l'Académie des sciences. Il a construit un mur, il a collecté des impôts, il doit payer. Comprenez-vous cette logique? Un génie condamné non pour ce qu'il a découvert, mais pour ce qu'il a construit. Écrivez injustice ou justice dans les commentaires. En novembre 1793, la Convention supprime l'Académie des sciences. Trop élitiste, trop aristocratique, tous les académiciens sont suspects. Lavoisier tente de négocier. Il offre ses services à la République. Il peut améliorer la poudre à canon, perfectionner la fabrication du salpêtre, aider l'effort de guerre. On refuse. La République n'a pas besoin de savants. Elle a besoin d'égalité. Et l'égalité, c'est la guillotine pour tous ceux qui ont collaboré avec l'Ancien Régime. Le 28 novembre 1793, Lavoisier est arrêté, avec 27 autres fermiers généraux. Tous accusés de conspiration, de détournement, de trahison. Les preuves? Aucune. L'accusation suffit. Il passe 6 mois en prison. 6 mois pendant lesquels il ne cesse jamais de travailler. Dans sa cellule, il rédige des mémoires scientifiques. Il correspond avec d'autres chercheurs. Il continue ses recherches comme si de rien n'était, comme si la mort n'était qu'un détail administratif. Si ces vérités enfouies vous fascinent autant qu'elles me hantent, rejoignez notre exploration en vous abonnant à Histoires oubliées. Car ce qui va suivre révèle l'un des procès les plus honteux de l'histoire française. Le 8 mai 1794, tribunal révolutionnaire, salle bondée, 28 fermiers généraux debout dans le box des accusés. Lavoisier est le 16e.
Il porte son habit gris habituel, propre, digne. Ses cheveux blancs sont soigneusement peignés. Le président du tribunal est Jean-Baptiste Coffinhal, un homme de 31 ans, ancien avocat. Révolutionnaire fanatique, il regarde les accusés avec mépris. L'accusateur public, Antoine Fouquier-Tinville, lit l'acte d'accusation, 45 minutes de charges confuses. Détournement de fonds, conspiration contre la République, falsification du tabac. Tout et n'importe quoi. Aucune preuve concrète. Seulement des affirmations, des rumeurs, des on-dit. À 10 heures du matin, Fouquier-Tinville termine. Place à la défense. Lavoisier se lève. Sa voix est calme, posée. Il explique méthodiquement chaque accusation. Il présente des documents, des registres comptables, des preuves de sa bonne foi. Il parle pendant 30 minutes. 30 minutes de logique implacable, de faits précis, de démonstrations scientifiques appliquées au droit. Coffinhal l'interrompt brutalement. Assez. Le tribunal n'a pas de temps à perdre avec vos arguties. Lavoisier insiste. Citoyen président, j'ai consacré ma vie à la science. J'ai des recherches en cours, des expériences inachevées. Je demande un délai de 2 semaines pour les terminer. Ensuite, vous pourrez faire de moi ce que vous voulez. Le silence tombe sur la salle. Même les spectateurs les plus hostiles sont interloqués. L'homme demande 2 semaines. Pas la grâce, pas l'acquittement. Juste du temps pour finir son travail. Coffinhal le regarde. Un sourire méprisant déforme ses lèvres. Il prononce la phrase qui entrera dans l'histoire. La République n'a pas besoin de savants ni de chimistes. Le cours de la justice ne peut être suspendu. 5 secondes pour détruire une vie. 10 mots pour condamner le progrès. Cette phrase vous glace-t-elle autant qu'elle me hante? Partagez votre réaction dans les commentaires. Le verdict tombe à 11 heures. 1 heure de procès pour 28 hommes. 2 minutes par accusé. Tous coupables, tous condamnés à mort. Exécution immédiate. Lavoisier demande à parler. Refusé. Il tente de présenter un dernier document. Confisqué, il essaie d'expliquer. On le fait taire. L'ancien collègue de Lavoisier, le mathématicien Joseph-Louis Lagrange, est présent dans la salle. Il bondit de son siège, criait « Citoyen juge, cet homme est le plus grand scientifique de France. Vous ne pouvez pas… » Des gardes le saisissent et l'expulsent. Sa voix résonne dans les couloirs. « Vous commettez un crime contre l'humanité. Personne ne l'écoute. La République a parlé. » 15 heures. Lavoisier est ramené à la conciergerie. Il a 6 heures avant l'exécution. 6 heures pour dire adieu, pour écrire ses dernières volontés, pour régler ses affaires. Il ne fait rien de tout cela. Il sort ses carnets, il reprend ses calculs. Si la République lui refuse 2 semaines, il utilisera ses 6 heures. Chaque minute compte. Sa femme, Marianne Pierrette Pauls, obtient l'autorisation de le voir une dernière fois. Elle entre dans la cellule. Elle a 36 ans. Belle, intelligente. Elle n'est pas qu'une épouse. Elle est sa collaboratrice, sa traductrice, sa dessinatrice scientifique. Elle a illustré tous ses travaux, traduit les articles anglais, participé à ses expériences. Sans elle, Lavoisier n'aurait jamais accompli ce qu'il a accompli. Elle s'effondre en larmes en le voyant penché sur ses notes. « Antoine, arrête. Arrête de travailler. Nous n'avons que quelques heures. » Lavoisier lève les yeux. Son regard est doux, mais déterminé. « Justement, Marianne. Quelques heures. Je ne peux pas les gaspiller en lamentations. Aide-moi plutôt. Prends cette plume. Note ce que je dicte. » Et pendant 3 heures, jusqu'à ce que les gardes la chasse, Marianne Lavoisier copie les dernières pensées scientifiques de son mari. Des observations sur la respiration, des théories sur la combustion, des hypothèses sur la conservation de la matière, et surtout les instructions pour l'expérience finale. L'expérience du clignement d'yeux. Que pensez-vous de cette scène?
Un homme qui travaille jusqu'à la dernière minute ou un mari qui refuse d'affronter ses émotions? Débattons-en. Marianne part à 18h. Elle embrasse son mari une dernière fois. Elle lui murmure quelque chose à l'oreille. Les gardes n'entendent pas. Mais Lavoisier sourit. Un sourire, triste mais réel. La porte se referme. Lavoisier est seul. Il a 3 heures devant lui. 21h. On vient le chercher. Avec 27 autres condamnés. On les charge dans des charrettes. Direction, la place de la Révolution. Direction, la guillotine. Le trajet dure 40 minutes. Lavoisier reste silencieux. Autour de lui, certains condamnés pleurent, d'autres prient. Un homme vomit de peur. Lavoisier regarde le ciel. Il observe les étoiles. Un garde lui demande pourquoi il sourit. Lavoisier répond « Je calcule combien de temps il me reste à vivre. Si la charrette roule à cette vitesse et si nous devons exécuter 28 personnes avant moi, alors j'ai encore environ 47 minutes de conscience. » C'est assez pour une dernière réflexion. Le garde le prend pour un fou. Lavoisier est simplement un scientifique. Jusqu'au bout, 22h. La place de la Révolution, la guillotine dressée au centre. Une foule de plusieurs milliers de personnes. Certains viennent par curiosité, d'autres par conviction. Beaucoup pour le spectacle. Les 28 fermiers généraux descendent des charrettes. On les aligne. Les exécutions commencent. Un à un, les condamnés montent. La lame tombe. La tête roule. Le corps est jeté dans une charrette. Le suivant monte. Efficace. Méthodique, industriel, Lavoisier attend son tour. Il est le 16e. Il regarde chaque exécution avec attention. Il observe le temps que met la lame à tomber, la manière dont le corps s'affaisse, les mouvements réflexes. Il prend des notes mentales pour son expérience. Autour de lui, les autres condamnés sont horrifiés. Ils voient leur futur dans chaque tête qui tombe. Lavoisier, lui, voit des données, des observations, des variables à prendre en compte. Un scientifique ne cesse jamais d'être un scientifique, même face à sa propre mort. Croyez-vous que c'était du détachement ou du déni? Les meilleures analyses seront épinglées. Le 15e condamné monte. Un homme de 60 ans. Il tremble tellement qu'on doit le porter. La lame tombe. Sa tête s'immobilise dans le panier. Le bourreau, Charles-Henri Sanson, appelle « Antoine Laurent de Lavoisier, c'est son tour ». Lavoisier grimpe les marches de l'échafaud. Ses jambes sont fermes, sa démarche assurée. Il ne tremble pas. Devant lui, la lunette de la guillotine. Derrière, 5000 pères d'yeux qui le regardent. Il se tourne vers Sanson. Le bourreau est surpris. Habituellement, les condamnés évitent son regard. Lavoisier le fixe droit dans les yeux. « Monsieur le bourreau, j'ai une requête inhabituelle. » Sanson fronce les sourcils. Lavoisier continue. « Après que la lame soit tombée, je vais cligner des yeux aussi rapidement que possible. Je veux savoir combien de temps la conscience persiste après la décapitation. Comptez les clignements. C'est important pour la science. » Sanson reste bouche bée. En 40 ans de carrière, il n'a jamais entendu une telle demande. Un condamné qui veut transformer son exécution en expérience scientifique. Il acquiesce lentement. « J'essaierai, citoyen. » Lavoisier sourit. « Merci. C'est tout ce que je demande. » Imaginez cette scène. Un homme à quelques secondes de sa mort, qui pense encore à faire avancer la connaissance humaine. Que ressentez-vous? Admiration ou incompréhension? Dites-le dans les commentaires. Les aides-bourreaux saisissent Lavoisier. Ils le conduisent vers la planche basculante. Il s'allonge sans résistance. Son cou s'insère dans la lunette inférieure. La lunette supérieure se referme. Sanson vérifie la position. Tout est en ordre. Il lève la main droite. Lavoisier ferme les yeux. Il inspire profondément. Une dernière respiration.
Cet oxygène qu'il a nommé, cet air qu'il a passé sa vie à comprendre. La lame tombe, 40 kg d'acier, 2,3 mètres de chute libre, moins d'une seconde pour trancher un coup humain. La tête de Lavoisier roule dans le panier. Et Samson observe, attentivement. Les paupières bougent, un clignement, 2, 3, 4. Rapide, délibéré, pas des spasmes réflexes, des mouvements volontaires. Samson compte à voix haute. Haute. 5, 6, 7. Les clignements ralentissent. 8, 9. Une pause de 2 secondes, puis un dernier clignement. Le 10e, ensuite, plus rien. Les yeux restent ouverts, fixes, vides, 10 clignements. Environ 15 secondes de conscience après la décapitation. Lavoisier vient de réaliser sa dernière expérience. Avec succès. Même dans la mort, il a contribué à la science. Samson racontera cette histoire pendant des années. Personne ne le croira. Comment un homme décapité peut-il cligner des yeux volontairement? C'est impossible. C'est une hallucination, mais Samson insistera. Il a vu. Il a compté. 10 clignements, 15 secondes. Lavoisier l'a prouvé. La science moderne lui donnera raison. Des études ont confirmé que le cerveau reste conscient 7 à 15 secondes après une décapitation. Lavoisier avait raison. Même dans la mort, il avait raison. Croyez-vous ce témoignage? Ou pensez-vous que Samson a imaginé ces clignements? Partagez votre avis. Le corps est jeté dans une charrette. La tête placée entre les jambes. Aucune cérémonie. Le suivant monte déjà. À minuit, les 28 fermiers généraux sont morts. On les enterre dans une fosse commune au cimetière de Picpus. De la chaux vive pour accélérer la décomposition. La Révolution veut les effacer. Mais on ne peut pas effacer un génie. On ne peut pas détruire des idées avec une guillotine. Le lendemain matin, Joseph-Louis Lagrange prononce une phrase qui résonne encore aujourd'hui. Il ne leur a fallu qu'un moment pour faire tomber cette tête, et 100 années peut-être ne suffiront pas pour en reproduire une semblable. Lagrange avait raison, et tort à la fois. Raison sur le génie irremplaçable. Tort sur le temps. Même 230 ans plus tard, aucun chimiste n'a égalé l'impact de Lavoisier. Il découvrit l'oxygène, réfuta la théorie du phlogistique, établit la loi de conservation de la masse, créa la nomenclature chimique moderne, révolutionna la compréhension de la combustion et de la respiration. En 51 ans de vie, il transforma la chimie d'une pratique alchimique en une science rigoureuse. Sans lui, la médecine moderne n'existerait pas. Sans lui, l'industrie chimique n'existerait pas. Sans lui, notre compréhension du monde serait différente. Et la République le guillotina en 1 minute de procès. Pour un mur. Pour des impôts. Pour des crimes imaginaires. Marianne Lavoisier survécut. Elle se remaria 4 ans plus tard avec Benjamin Thompson, un physicien américain. Mais le mariage fut désastreux. Thompson détestait l'ombre de Lavoisier qui planait sur sa femme. Marianne divorça en 1809. Elle passa le reste de sa vie à préserver l'œuvre de son premier mari. Elle publia ses travaux posthumes, organisa ses notes, finança des éditions complètes de ses écrits. Elle fit quelque chose d'étrange après l'exécution. Elle brûla tous les portraits de Lavoisier, tous, comme si elle voulait effacer son visage. Puis elle passa 15 ans à les recréer de mémoire, à dessiner son visage, encore et encore, comme si elle voulait le ramener à la vie à coups de crayon. Les portraits que nous connaissons aujourd'hui de Lavoisier, presque tous, sont de la main de Marie-Anne, dessinés après sa mort, reconstruits par amour et par mémoire. Que pensez-vous de cette femme? Veuve dévouée ou scientifique à part entière? Dignité ou obsession?
Débattons-en dans les commentaires. Jean-Baptiste Coffinhal, le juge qui refusa 2 semaines à Lavoisier, fut guillotiné 3 mois plus tard. Le 7 Thermidor en 2, victime de la même machine qu'il avait utilisée contre d'autres. Lorsqu'on l'arrêta, il supplia. Il demanda du temps, un procès équitable, une chance de se défendre. On lui répondit avec ses propres mots. La République n'a pas besoin de juges corrompus. Le cours de la justice ne peut être suspendu. Il monta à l'échafaud en hurlant, en se débattant, en crachant des injures. L'opposé de Lavoisier qui monta en scientifique jusqu'au bout. Antoine Fouquier-Tinville, l'accusateur public, fut guillotiné en mai 1695. Ses derniers mots, une tentative pathétique de justification. Je n'ai fait qu'obéir aux ordres. La Révolution dévora ses enfants. Exactement comme Lavoisier l'avait prédit, en 1795, un an après l'exécution, la Convention réalisa son erreur. Elle rétablit l'Académie des sciences, elle réhabilita officiellement Lavoisier. Elle reconnut qu'elle avait tué un génie, trop tard. Le génie était mort. Les 2 semaines qu'il demandait étaient passées depuis longtemps. Les recherches qu'il voulait finir restèrent inachevées pendant des décennies. D'autres scientifiques reprirent ses travaux, mais lentement, maladroitement. Ils tâtonnèrent là où Lavoisier aurait couru. Ils mirent des années à comprendre ce qu'il aurait découvert en semaines. Lagrange avait raison. 100 années ne suffirent pas. Aujourd'hui, chaque lycéen apprend la loi de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Une phrase simple. Une vérité fondamentale. L'héritage d'un homme que la République guillotina parce qu'elle avait peur de l'intelligence. Le mur des fermiers généraux fut démoli en 1860. Il ne reste presque rien de cette enceinte qui coûta la vie à Lavoisier. Quelques vestiges dispersés dans Paris, des pierres oubliées, des fondations enfouies, mais les découvertes de Lavoisier, elles sont partout, dans chaque hôpital, dans chaque laboratoire, dans chaque cours de chimie. On ne peut pas détruire la connaissance avec une guillotine. Alors, pourquoi cette histoire nous hante-t-elle encore 230 ans plus tard? Peut-être parce qu'elle révèle le prix de l'ignorance, le coût de la peur, le danger de rejeter l'intelligence au profit de l'idéologie. La République n'a pas besoin de savants. Cette phrase résume toute la tragédie. Un système qui rejette ceux qui le font progresser. Un régime qui guillotine ses propres génies. Une révolution qui dévore son futur. Lavoisier demandait 2 semaines, 14 jours pour terminer ses recherches, pour achever ses expériences, pour léguer à l'humanité une dernière découverte. On lui donna 18 heures, et il les utilisa, chaque minute, chaque seconde, jusqu'à transformer sa propre mort en expérience scientifique. 10 clignements d'yeux, 15 secondes de conscience, une dernière contribution à la connaissance humaine. Que pensez-vous de cet homme? Héros ou obsédé? Martyr de la science ou victime de l'histoire? Partagez votre verdict dans les commentaires. Mais Lavoisier n'est pas le seul génie que la Révolution française détruisit. Un autre homme, mathématicien brillant, fut guillotiné quelques semaines plus tard. Ses derniers mots furent une équation qu'il griffonna sur le mur de sa cellule. Une équation qui révolutionna les mathématiques un siècle plus tard. Dans notre prochaine vidéo, nous explorerons les dernières 24 heures d'André Chénier, le poète qui écrivit ses plus beaux vers en prison, l'écrivain qui transforma sa cellule en atelier, et l'homme dont les œuvres posthumes inspirèrent le romantisme français. Abonnez-vous à Histoires oubliées et activez la cloche pour découvrir comment un condamné à mort devint l'un des plus grands poètes de France. Car ce qu'il écrivit dans sa dernière nuit dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Une dernière question avant de nous quitter.
Si on vous donnait 2 semaines pour terminer votre œuvre, votre projet, votre rêve, que feriez-vous? Que feriez-vous? Travailleriez-vous jusqu'à la dernière seconde, comme Lavoisier? Ou passeriez-vous ce temps avec vos proches? Soyez honnête. Vos réponses révèlent qui vous êtes vraiment. Car au fond, c'est la question centrale de cette vraie histoire. Qu'est-ce qui définit une vie? Le temps qu'on vit ou ce qu'on laisse derrière soi? Lavoisier choisit de laisser quelque chose derrière lui, jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à son dernier clignement d'yeux. Il ne vécut que 51 ans, mais son héritage durera éternellement. Chaque fois qu'un chimiste nomme un élément, chaque fois qu'un médecin comprend la respiration, chaque fois qu'un étudiant apprend que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Lavoisier est là, vivant, immortel. On peut guillotiner un homme. On ne peut pas guillotiner une idée. 2 semaines. C'est tout ce qu'il demandait. La République refusa. Mais la République disparut. Les révolutionnaires furent oubliés. Les juges périrent sur leur propre échafaud. Et Lavoisier, il reste, dans chaque découverte, dans chaque avancée, dans chaque vérité scientifique. 5 mots détruisirent un génie. Mais le génie survécut, car la République n'a pas besoin de savants.